Notre invité du jour est secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Vous étiez hier dans le bureau de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle vous a dit, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement, ce qu'il en était de la réforme du Code du travail sur certains points qui font débat? Je n'y étais pas personnellement, et la ministre non plus d'ailleurs. Ces réunions entre le cabinet de la ministre et une délégation de Force ouvrière. Un peu comme ce qui s'est passé avec les autres organisations. On n'a pas tout examiné. Ils ont eu accès à une partie du texte des ordonnances, que ça fait 60%, je ne sais pas trop, au pourcentage près. Mais vous n'avez pas sur tel ou tel point des informations sur les choix du gouvernement? Non, c'est pas. Ça veut dire qu'il y a encore toute une série d'arbitrages pendant la semaine à venir. D'accord. Tous ces points-là, on peut les évoquer. Ça veut dire que les arbitrages ont été rendus ou pas? Non, je pense qu'ils n'ont pas été rendus encore. Je pense qu'ils n'ont pas été rendus. C'est un problème dans la méthode, que ce soit à une semaine, puisque le gouvernement va faire reconnaître ses décisions. Le 31 août. Voilà, pour réformer le Code du travail jeudi prochain. C'est un problème que là, nous sommes vendredi matin, tout paraît encore un peu en chantier. Écoutez, si c'est pour tenir compte de ce qu'on dit, c'est pas un problème. Si c'est pour pas tenir compte de ce qu'on dit, c'est un problème. Mais de n'avoir que des bribes, par exemple, des documents et pas. Oui, ça veut dire que c'est pas prêt. Oui. Ça veut dire, il faut bien comprendre que c'est un timing très serré, y compris pour le gouvernement. Mais c'est le choix qu'il a fait. Ça fait maintenant pas mal de semaines qu'on est en discussion serrée avec nos gouvernements, nous et les autres organisations syndicales et patronales. D'ailleurs, donc ça signifie que je pense que, j'en suis sûr même que rien n'était écrit d'avance. J'ai pris une image en disant. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron, en fait, il a donné des thèmes, y compris sur ces questions-là. Il a tressé des têtes de gondole, mais il n'a pas rempli les rayons. Donc là, on est en train de regarder ce qu'on met dans les rayons, etc. Mais ce n'était pas écrit, et tout n'est pas écrit encore. Il a quand même dit des choses précises. Oui, on va limiter les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. On va regrouper les instances représentatives dans les entreprises. On va permettre... Je voudrais vous faire écouter un chef d'entreprise, d'ailleurs, à ce propos. Dans les entreprises, des négociations directes entre salariés et chef d'entreprise, sans passer par l'intermédiaire d'un délégué syndical, s'il n'y a pas de représentation syndicale dans l'entreprise. On va écouter un chef d'entreprise de la région parisienne qui attend d'ailleurs cette réforme. On l'écoute. La priorité serait d'avoir une négociation avec le personnel pour pouvoir adapter nos besoins en termes de personnel et en termes horaires par rapport à l'activité de l'entreprise qui est malheureusement non fixe. On ne peut pas figer cette activité et c'est vrai qu'un petit peu de souplesse, ça pourrait de temps en temps nous aider. Donc ça, c'est la fin du monopole syndical dans les entreprises. Tout ça, Emmanuel Macron s'est engagé pendant sa campagne. Oui, c'est des têtes de chapitre. Mais c'est important. Si on prend cette question-là, par exemple. Si on prend cette question-là, il avait indiqué pendant la campagne, on va donner plus de place à l'entreprise, puis de temps en temps, il citait la branche. Après, ça dépend du curseur. Nous, c'est un des points clés dès le départ que j'ai abordé avec le gouvernement. Si l'idée est, comme l'année dernière sur la loi dite El Khomri, de supprimer la branche sur la question du temps de travail et tout renvoyer à l'entreprise, j'ai dit tout de suite, ce sera non. On arrête les discussions. Donc on a d'abord démarré sur ce dossier-là. In fine, au moins sur la structure, la branche toujours là. Non seulement elle est toujours là, mais on la renforce. Elle garde son rôle régulateur. Elle garde son rôle régulateur, mais c'est un élément clé dans notre démarche. Moi, c'est ce que j'appelle la République sociale. On assure un minimum d'égalité de droit. Donc ça, c'est acté, ça. Ça, l'articulation le Code du travail, la branche qui verrouille des dossiers, ça veut dire des thèmes, ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas y déroger, peuvent verrouiller d'autres thèmes, tout ça c'est acté. Tout n'est pas réglé pour autant. Par exemple, je vais donner un exemple, l'histoire des primes. Nous, on souhaite que la branche puisse encore définir la prime, d'une manière ou d'une autre. Après, si l'entreprise veut modifier, il faut un accord majoritaire. Bon, ça, c'est encore un calage qui n'est pas fait. Alors après, dans les petites entreprises... Ça ne sera pas une révolution, cette réforme, alors, Il n'y a pas grand-chose qui va changer, quoi. Je sais pas. Est-ce que j'ai entendu, comme tout le monde, le président hier, parler de réforme, transformation, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Ce qui importe, c'est que c'est ce que j'ai dit au président de la République quand on l'a vu au départ. Est-ce qu'il va y avoir une vraie concertation? Il m'a demandé ce que c'était pour moi qu'une vraie concertation. Je lui ai dit il faut un délai suffisant. Il ne fallait pas faire ça au mois d'août, en plein mois d'août, par exemple. Bon, ça, il l'a accepté, puisque c'est décalé d'un mois. Il faut tout mettre sur la table, et après, on aura les uns les autres, ce qu'on appelle les lignes rouges, des points... Bon, on va voir si vous les retenez ou pas. Alors, dans les petites entreprises... Oui. Si vous prenez notamment la situation des entreprises entre 11 et 49. 11 et 49, vous avez normalement des délégués du personnel élus. Bon. Où il y a un délégué syndical, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Où il y a un délégué syndical, c'est lui qui négocie. Où c'est un mandaté, s'il n'y a ni délégué syndical ni mandaté, mais qu'il y a des délégués du personnel, effectivement, ils peuvent discuter avec les délégués du personnel. Mais s'il n'y a pas de délégués du personnel, ils ne peuvent pas négocier. Et ce qu'on demande, c'est qu'au-delà de 50 salariés,
là, ce soit uniquement les syndicats qui puissent négocier. Bon, ben ça, j'espère qu'on va avoir satisfaction, mais c'est pas encore réglé. Bon, donc on verra bien jeudi. Déjà, la CGT a dit, nous, le 12 septembre, de toute façon, on manifeste contre cette réforme du Code du travail. Vous n'en êtes pas là aujourd'hui. Non, ce que j'ai dit depuis le début, à partir du moment où j'ai réclamé au nom de FO une vraie concertation, que cette concertation a eu lieu en officiel, en officieux, enfin comme toujours dans ce genre de situation, on va attendre la fin du texte. Et les textes sous les yeux, ce sera la semaine prochaine, et après on se positionnera. On va attendre, vous avez raison. 31 août. Emmanuel Macron, vous y avez fait référence, était à Bucarest hier, oui. Et il a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez compris, nous on n'a pas bien compris, on l'écoute. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État ? Non, je ne suis pas d'accord. Écoutez, des réformes, il y en a eu beaucoup. Je crois que si ma mémoire est bonne, rien que dans le domaine du droit du travail, depuis une dizaine d'années, il y a eu 160 textes. On ne peut pas dire que la France n'est pas réformable. Après, il a dit autre chose, si je me souviens bien. Il a dit, on doit pas, il faut donner de l'espoir, une envie, etc. Il est venu sur les questions. La transformer. Enfin, on transforme comment ? On transforme par la réforme ou on transforme par la révolution. Enfin voilà, donc je crois que ce sont des mots plus qu'autre chose. Mais je ne comprends pas qu'on puisse dire que la France n'est pas réformable. Il parle un peu pour rien dire. Je ne dirais pas qu'il parle pour rien dire, mais je n'ai pas bien compris. J'ai dû écouter 3-4 fois avant d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais est-ce qu'il n'essaye pas d'anticiper peut-être son échec à venir de la réforme ? Comme ça, pourquoi un échec ? Il aura déjà prévenu. La France n'était pas réformable, je l'avais dit. Ah, parce que vous pensez qu'il va arrêter, qu'ils vont abandonner les ordonnances ? Je ne pense pas qu'ils vont abandonner. Mais si vous voulez, il a deux solutions. Je dis il parce que dans notre système, avec la Constitution, et notamment depuis le quinquennat, c'est in fine l'Élysée qui décide sur les gros dossiers, y compris sur la question du Code du travail, c'est in fine l'Élysée. Ou il a tenu compte de ce que les uns et les autres on a dit. Et il essaie de trouver un compromis pour aller vite, quoi. Bon, ça peut passer avec des discussions, etc. Ou il passe en force, d'une manière ou d'une autre, et puis il y aura problème. Voilà. Mais c'est à lui de faire le choix. Jean-Claude Mailly, vous restez avec nous. La suite de 8h30 à Paty, juste après l'info. Il est 8h40. Voici Léo Chapuis. Dans l'actualité, les mauvais chiffres du chômage. Malgré un contexte économique plutôt favorable, eh bien, le chômage a fortement augmenté le mois dernier, en juillet, plus 1%. La France compte 3,5 millions de chômeurs. L'autre grand titre ce matin, c'est la mise en examen de François Thierry, l'ancien patron de la lutte antidrogue, est poursuivi pour complicité de trafic de stupéfiants. La justice s'intéresse à ces méthodes controversées pour faire tomber les trafiquants. En football, Marseille décroche son ticket pour la Ligue Europa. L'OM, tombeur hier soir d'une équipe de Slovénie, vainqueur 3-0. Marseille rejoint donc Nice. Le tirage au sort de cette petite Coupe d'Europe aura lieu tout à l'heure à 13h. Et puis après le transfert record de Neymar au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est sur le point de quitter le Borussia Dortmund pour Barcelone. Pour près de 150 millions d'euros, le footballeur français va donc devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. France Info. La deuxième partie de 8h30 à Paty. Nous sommes toujours avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Et pendant ce temps-là, Jean-Claude Mailly, le chômage augmente. On nous dit que l'économie a redémarré. Et pourtant, ce mois de juillet, on enregistre 35 000 chômeurs supplémentaires. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Parce que c'est un paradoxe, évidemment. C'est tout simplement... c'est vrai que ce n'est pas faux de dire, on le dit depuis longtemps, que ce qui compte, ce sont les tendances. C'est vrai que mois par mois, il y a une tendance au yo-yo. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Mais quand on regarde à nouveau, on analyse les chiffres qui sont tombés hier, qu'est-ce qu'on constate ? Il augmente dans toutes les catégories, mais surtout, il y a une grande précarité. Une précarité qui augmente. Il faut savoir que la plupart des inscriptions à l'assurance chômage, ce sont des gens qui sont en fin de contrat précaire, que ce soit du CDD ou de l'intérim. Donc ça veut dire que oui, les indicateurs économiques sont meilleurs. 60% disent les économistes, c'est d'ailleurs dû au contexte international. Mais ça n'a pas encore embrayé. C'est ça que ça signifie réellement sur le plan de l'emploi. Ça veut dire que les entreprises n'embauchent pas encore clairement et qu'il y a le problème qu'on examinera après. Mais pour quelle raison ?
C'est de la vous savez, les entreprises, pour moi, c'est pas vraiment une question de code du travail, cette question-là. C'est surtout une question de confiance et d'activité. Hein, c'est que c'est une question d'activité économique. Quand une entreprise a de l'activité, elle embauche d'une manière ou d'une autre. Parmi les projets du gouvernement, il y en a beaucoup, je voudrais qu'on en passe 2 ou 3 en revue. La suppression ou la diminution, pas la suppression totale, mais la diminution significative des contrats aidés. Le gouvernement, Muriel Pénicaud l'avait expliqué à l'Assemblée nationale et le Premier ministre l'a refait hier sur BFM, le gouvernement pense que les contrats aidés ne débouchent sur rien et que c'est finalement un gaspillage d'argent. On écoute Édouard Philippe. Le nombre de gens qui trouvent un contrat durable après un contrat aidé, c'est 25%. C'est tout. Ça veut dire que 75% des gens qui disposent d'un contrat aidé, ensuite, n'ont rien. Est-ce que le gouvernement a raison de revoir en profondeur cette politique de contrat aidé si, comme le dit le Premier ministre, ça ne débouche pas sur un emploi ? On peut toujours réfléchir. Le problème, c'est qu'avant de modifier en profondeur, il diminue. C'est ça le problème. Hein, c'est essentiellement pour des raisons budgétaires d'ailleurs. L'exercice, un coup de rabot, quoi. Même si le Premier ministre dit le rabot c'est pas bon, là on fait un coup de rabot. Mais alors, si c'est pas efficace. Oui, c'est pas toujours efficace. C'est vrai que normalement un contrat aidé, vous avez obligatoirement une formation avec qui doit déboucher sur un contrat de travail normal, je dirais. Ça n'est pas toujours le cas, c'est vrai. Il y a des cas où ça débouche également. Le problème, c'est que, enfin, vous voyez bien, il y a des réactions, y compris de collectivités, dans des communes qui sont petites, etc. Ça fonctionne aussi avec des contrats aidés. Et pour quelqu'un qui n'a rien, le contrat aidé, c'est une activité. Je dis pas que c'est la panacée, mais ce qui aurait été bien, c'est qu'avant de dire on diminue et après on va faire autre chose, on réfléchit à ce qu'on fait, mais on ne diminue pas autrement le volume. Parce que c'est vrai que ça a toujours été le cas au moment des élections. En général, le nombre de contrats aidés augmente avant les élections. 2016, pour essayer de faire on en a fait beaucoup. Oui, mais c'est vrai. Trop, peut-être, non ? Comment ? Trop, peut-être ? Je ne dis pas que c'est trop, mais c'est parce que à chaque fois, c'est des gens qui n'ont pas d'activité. Donc, il faut mieux être en activité que sans activité, c'est évident. Hein, mais donc, ils ont mangé les crédits aussi en même temps. Donc, ils sont confrontés à une équation budgétaire s'ils veulent respecter les 3% qui n'est pas simple. Donc, c'est quand même du rabot, qu'on le veuille ou non. Et je regrette qu'ils diminuent comme ça, sans solution de remplacement, quoi. Et il vaut mieux, dit le gouvernement, réformer la formation professionnelle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ah oui, enfin, des réformes. Vous savez ce que ça veut dire, vous, ça, ou pas ? Et vous êtes prêt à une discussion là-dessus ? Comment ? Et vous êtes prêt à une discussion là-dessus ? Oui, il y aura discussion. Vous savez, il y a une série de discussions. Quand ce sera fini sur le code du travail, il y a l'assurance chômage, il y a la formation professionnelle, il y a l'apprentissage, et l'année prochaine, il y aura les retraites. Donc, on n'a pas fini de discuter. Sur la formation professionnelle, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la situation, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Hein, le constat de l'inefficacité, vous le partagez ? Je pense qu'il faut faire le ménage dans les organismes de formation. 55 000 organismes de formation. Oui, ça, il faut faire le ménage. 4 000 en Allemagne. Oui, non, mais... 2 fois moins de chômage en Allemagne qu'en France. Oui, enfin, c'est pas uniquement lié à ça. Hein. Non, d'accord, mais il y a un problème les démographique, etc. Oui, mais qu'il faille faire le ménage dans les organismes de formation qui sont accrédités, là, je pense que oui, c'est une nécessité. Maintenant, vous savez, on dit souvent, ah oui, mais c'est parce que les syndicats et le patronat, ils sont attachés. Attendez, je crois qu'on gère de mémoire 4 à 5 milliards d'euros. Hein, c'est pas les 32 milliards. Le reste, ça relève ou de l'État ou des régions, hein, ou strictement des entreprises pour la formation de leurs salariés. Alors qu'on puisse améliorer le système, oui. Maintenant, des réformes, il y en a une il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, il y a eu pas mal de réformes dans le secteur de la formation professionnelle. Il faut bien comprendre que quand on fait une réforme structurelle dans la formation professionnelle, avant que ce soit effectivement partout en application, il faut un certain délai. Il faut 3 ans que ça en descende. Et c'est d'ailleurs un problème dans notre pays, franchement. Que ce soit sur ça, sur le code du travail, sur les impôts, on est en réforme permanente, contrairement à ce que dit le président de la République, ce qui crée une instabilité juridique permanente. Avant de faire une nouvelle loi travail, il aurait été peut-être bien d'évaluer la situation des précédentes. D'ailleurs, moi, j'ai demandé là au gouvernement, je ne sais pas si je serai entendu, qu'y compris sur la réforme en cours ou les autres, il y ait un vrai processus d'évaluation. On fait le point au bout de 2 ans. Ça a donné quoi ? Et si ça m'a marché, on modifie. Autre négociation, vous l'avez juste évoqué, c'est l'UNEDIC. Aujourd'hui, l'indemnisation du chômage est gérée de manière paritaire par les partenaires sociaux. Et Emmanuel Macron a expliqué à plusieurs reprises pendant sa campagne que ça n'était pas une bonne chose et qu'il valait mieux que ce soit l'État qui détermine les règles d'indemnisation des chômeurs. On écoute Emmanuel Macron pendant sa campagne. Il n'est plus logique que face à un risque aussi largement répandu que le chômage, notre système repose sur un mécanisme d'assurance. L'État, plus que les partenaires sociaux, devrait en être le garant. Les pouvoirs publics devraient reprendre à leur charge la stratégie et les décisions relatives à l'UNEDIC. Non, ça c'est un projet de changement assez radical, hein, que l'État gère l'UNEDIC, la fin du paritarisme. Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont les interlocuteurs sociaux, confédérations syndicales et patronales,
qui gère quoi? Qui gère les règles de l'indemnisation pour les salariés, les prestations et le niveau des cotisations, grosso modo. Hein, bon. Par contre, après le reste, c'est plus les interlocuteurs sociaux. Pôle emploi, c'est l'État, d'ores et déjà. Non, on parle des règles d'indemnisation des chômages. On a d'ailleurs une déclaration commune des 5 confédérations syndicales et des 3 organisations patronales qui dit « Attention, nous, on souhaite conserver un système d'assurance. » Parce que le risque, nonobstant le fait qu'il y a des indépendants qui disent « Nous, on ne veut pas, on est couvert par ailleurs, etc. » Le risque, à un moment donné, c'est qu'on arrive à un système, je dirais à l'anglo-saxonne, pour me faire comprendre, qui serait un système assuré par l'État à minima, pour tout le monde, que vous soyez non-salarié, salarié, etc. Et puis après, débrouillez-vous, d'une manière ou d'une autre. Nous, on tient à ce que, en tous les cas pour les salariés, en tant que tel, que pour les salariés, il y ait encore un système pendant lequel patronat et syndicats continuent à fixer les règles. Alors ça va être une négociation, celle-là, une discussion qui va être tendue. On n'a pas commencé encore, mais ça va être... Mais vous avez vu Emmanuel Macron avant les vacances, au mois de juin, vous l'avez vu? Je l'ai vu tout au début, et je l'ai revu une deuxième fois avec mes collègues sur les questions européennes. Est-ce qu'il a toujours ce projet de mettre fin au paritarisme? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Pas directement, non, on a surtout parlé, la première fois qu'on s'est vu, on s'est surtout parlé, c'est juste après son élection, surtout parlé de méthode et du premier dossier Code du travail. On n'a pas encore réellement abordé les questions d'assurance chômage avec lui, en tous les cas, mais il sait très bien... Et avec le Premier ministre non plus? On l'a abordé, mais vraiment abordé, effleuré pour le moment. Vous ne savez pas si c'est toujours dans les projets du gouvernement? Ils se rendent compte, je pense, ici ou là, que c'est pas aussi simple que ça, que c'est pas aussi simple que ça, y compris pour des raisons financières. C'est pas aussi simple de ça de dire on remplace de la cotisation par de la CSG, avec tous les problèmes que pose le remplacement de la CSG. Donc, je pense que ce sera un des dossiers durs, celui-là. Vous comprenez l'impopularité d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Les gens, écoutez, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que les gens sont dans l'attente, surtout, de savoir ce qui va se passer. Bon, et puis il y a eu quelques décisions qu'on a contestées d'ailleurs, type la réduction du rabot sur les APL, par exemple. Bon, c'est une... Vous êtes déçu par Emmanuel Macron, vous, ou pas? Pour être déçu, il faudrait avoir soutenu. Moi, je n'ai rien dit en tant que secrétaire général. Vous avez de l'espoir? Vous n'avez pas d'espoir? Non, je ne réponds pas à ça, parce que c'est pas mon problème. Il est président de la République, on discute avec lui quand il veut nous voir. D'accord. Donc pas de jugement sur... Non, pas de jugement. Moi, je juge sur les actes. On juge sur les actes. Et on jugera la semaine prochaine déjà sur le premier acte. On verra. Rendez-vous le 31 août. On aura l'occasion de se revoir, j'imagine. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, invité du 8h30 à Paty. Merci.